de bonne compagnie qui ne se quittent. C'est la fin, juste pour la conclusion. On a le grand plaisir d'avoir Godefroy de Bensman, qui est donc président du Syntec numérique, qui est là, qui va nous parler de territoire, de numérique et territoire, d'inclusion, des enjeux autour du numérique sur les territoires. Et Cédric Blanchet, donc le vice-président de la Chambre des notaires. Ma langue a fourché, mais c'est bon. Voilà. Donc, je vous invite à rejoindre la tribune, si vous voulez, pour le mot de conclusion. Donc, je vais maintenant clôturer le forum TechNote en présence de Geoffroy de Bensman. Donc, vous êtes le président de Syntec Numérique et cofondateur de Devoteam. Absolument. Et je rappelle pour ceux d'entre nous qui sont moins familiers de l'organisation des professionnels du numérique en France, que Syntec Numérique est le syndicat des professionnels numériques. Votre rôle n'est pas seulement technique, puisque vous avez, lors du renouvellement de votre mandat en juillet dernier, fait publiquement part de votre souhait de participer à la transformation numérique de la société, notamment en donnant une réponse à la pénurie de talents à laquelle nous sommes confrontés et en développant ce que vous appelez l'inclusion numérique. Vous évoquez la réponse que le numérique doit apporter aux questions économiques, sociales ou démocratiques de notre communauté. Nous sommes une communauté de juristes en charge de missions de service public de plus en plus nombreuses, dans un univers de plus en plus complexe, et nous avons pour cela été heureux de réussir les premières transformations numériques de notre profession afin de nous adapter aux besoins de notre clientèle. Nous savons que demain, nous devrons encore accélérer l'allure, mais respecter une sécurité absolue au service de nos clients dans l'ère numérique. Pour autant, nous sommes une profession réglementée, une profession d'officier public, comme nous l'évoquions tout de suite, qui doit, du point de vue de sa déontologie, rester indépendante et continuer à assurer un service public à sa clientèle. Nous devons donc conserver la maîtrise totale de nos actions. Certaines possibilités offertes par le numérique nous sont probablement définitivement interdites. C'est pourquoi votre intervention est intéressante pour nous. Le numérique de demain, quelle transformation pour les entreprises de services qui ont les obligations particulières du notariat? Je vous transmets la parole. Merci beaucoup. Je vais mettre là parce que je debout, face à vous. C'est mieux. Voilà. Merci beaucoup de cette invitation. C'est une... Je crois que mon prédécesseur, Guy Mamoumani, il était à la première édition, Guy. C'était la première édition. Il avait conclu pour la première édition. Et alors, qui a fait la seconde? Ça devait être Salwa Toko, mais en fait, elle ne pouvait pas venir, donc du coup, on avait conclu avec Bertrand. Bon, en tous les cas, c'est un plaisir d'être avec vous. Je comprends qu'il y a beaucoup qui ont rejoint leurs études, mais c'est quand même un plaisir d'être avec ceux qui restent. J'ai vu que vous aviez une journée particulièrement remplie et particulièrement remplie de technologie. Et moi, j'ai une passion pour la technologie depuis toujours, je dirais presque depuis tout petit. Mais en tous les cas, dans ma vie professionnelle, j'ai trempé dedans. Et quand j'ai créé Devoteam avec mon frère, Stanislas, en 1995, au fond, on a construit le modèle de Devoteam sur le sujet des ruptures technologiques. À l'époque, c'était la dérégulation des télécoms, c'était l'arrivée de l'Internet. Et puis, on a été de rupture en rupture. On n'avait pas la taille pour tout faire, donc il fallait qu'on choisisse des ruptures. Et aujourd'hui, Devoteam s'intéresse particulièrement, et on est à 80% orienté vers la rupture qu'introduit le digital et les technologies digitales dans les organisations. Je préside un syndicat qui est, depuis 3 ans, qui est Syntec Numérique et qui représente les acteurs numérisants. Je ne dis pas les acteurs du numérique, parce que tout le monde fait du numérique. Vous êtes un acteur du numérique et vous avez une compréhension et une autorité sur le sujet, au même titre que quasiment tout le monde maintenant. Donc le sujet du numérique est sorti de sa boîte, il est sorti de chez nous, et on est tous finalement concernés par le numérique. Vous aviez un sujet du RGPD, je suis sûr que vous avez beaucoup de valeur sur le RGPD dans votre réflexion, autant que nous on a pu en avoir avant que ça devienne un sujet public finalement. Donc Syntec Numérique est aussi en profonde transformation pour se demander au fond à quoi on sert, en dehors de gérer notre convention collective. Alors, pour répondre au point que vous avez évoqué, qui était de dire finalement qu'est-ce qui nous passionne chez Devoteam, cette transformation, cette capacité à faire bouger les lignes, et chez Syntec Numérique aussi, le sujet de la transformation et des impacts que ça peut avoir, non seulement sur les clients de nos adhérents, bien sûr,
mais sur l'écosystème en général et sur la société finalement tout entière. Ce que je peux dire peut-être en préambule, c'est que finalement, on est un peu aux premières loges depuis maintenant 6-7 ans de cette transformation, de cette profonde transformation de la société, pas que de l'économie, à travers l'arrivée de ces technologies qui ont été d'abord le cloud, et puis derrière tout ce qui a tourné autour des réseaux sociaux et tout ce qui a tourné autour de l'algorithme. Vous avez parlé de la blockchain tout à l'heure, qui commence à arriver, mais au fond, on a été imprégné de ces technos peut-être un peu en avance de phase. On a participé à l'évangélisation de nos clients, qui n'est plus un sujet aujourd'hui. Je pense que nos clients et l'économie et les services publics sont maintenant extrêmement conscients des enjeux qu'ils ont face à eux. Et donc sur le sujet de la transformation des organisations, je pense qu'aujourd'hui, on a une très grande maturité, une très grande compréhension qu'il n'y a pas de choix. Et qu'au fond, on est engagé dans une course vitale. Et on pourrait se dire, bonne nouvelle. Bon, là où je suis un peu plus dubitatif, c'est que finalement, je pense que cette prise de conscience dans les organisations qui sont en cours de transformation, c'est une prise de conscience qui est une bonne prise de conscience, et là-dessus j'ai pas d'enjeu, avec des bonnes compétences qui sont d'ailleurs très souvent issues de chez nous, malheureusement, avec une espèce de course à l'échalote sur les salaires, c'est l'enfer, avec un problème d'attractivité du secteur qui fait qu'on est toujours en carence de compétences, mais et que, vous voyez, si on a créé l'année dernière dans le secteur qui pèse à peu près 52 milliards, on a créé 25 000 emplois nets, il nous en manque peut-être 50 000. Et les 2 tiers de ces informaticiens ne sont pas chez nous d'ailleurs, sont plutôt chez vous et chez tous les secteurs que sont la banque, l'industrie, l'aéronautique, la pharmacie, les services publics, etc. Donc on a un énorme enjeu de compétences. Mais en dehors de ça, en dehors de cette prise de conscience, du fait que les organisations sont en place, que les compétences sont bien souvent là, on a un problème peut-être d'urgence et peut-être, je dirais, de capacité à véritablement faire changer les lignes, enfin changer de ligne, changer de rail, changer de modèle. Et c'est au fond probablement la très grande difficulté que sont en train de rencontrer les organisations qui sont en face de nous et qu'on aide à se transformer, qu'elles soient des organisations de l'économie, des sociétés, des structures, des organisations comme les vôtres, des services publics. On voit bien qu'aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est rentré dans une routine, mais je finissais l'Assemblée Générale du SIGREF, qui est donc l'organisation des grands directeurs informatiques, il y a avant-hier, et ils en étaient à se demander s'il n'y avait pas trop de numérique. Bon, je disais peut-être qu'il y a eu trop de numérique et qu'il y a eu un effet de mode, mais la réalité, c'est que quand on voit Thomas Cook, on voit bien qu'il n'y a pas trop de numérique, ils ont complètement raté le virage du numérique. Et quand on regarde de près le marché de la banque, de l'assurance, de la grande distribution, on sait bien que dans 10 ans, est-ce qu'il restera une grande banque en France? Peut-être. Je ne vais pas donner le nom. Peut-être ceux qui sont très, très terriens, qui sont bien implantés. Les autres, qu'est-ce qu'ils seront devenus? Je ne sais pas, dans la grande distribution. On peut se poser la question de savoir qui Amazon va reprendre pour pouvoir avoir ses implantations physiques, et puis les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles aujourd'hui, il y a des urgences absolues. Et Thomas Cook, ce n'est pas que de la mauvaise gestion, c'est qu'il y a des bouleversements qui vont plus ou moins vite, mais qui vont toucher tout le monde. Donc la question de savoir si on investit correctement et assez vite dans le numérique, on peut se dire qu'il y a eu beaucoup trop de proof of concept, qu'on a joué avec le numérique, mais la question du modèle, elle n'est pas complètement posée. Je vous entendais parler de la blockchain, je n'ai pas assisté à l'intelligence artificielle, mais bien sûr que techniquement, on va certifier les transactions, et je connais moins les vocabulaires de votre métier, mais on va pouvoir faire des choses techniquement. Mais là, le vrai sujet, c'est comment on va décomposer les modèles. Si je reprends les modèles de la banque, on voit bien qu'ils ont agrégé au fil des siècles un modèle de collecte de l'épargne, de la redistribution, un modèle qui correspondait à une certaine situation. Aujourd'hui, on voit que chacun des anneaux de cette chaîne de la valeur peut être réalisé par d'autres acteurs dans d'autres chaînes de valeur. Et donc, au fond, l'avenir du métier de la banque se pose vraiment, telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Et c'est vrai de tous les acteurs économiques qui, au-delà de numériser ce qu'ils sont en train de faire en répliquant leur business model, devraient se poser la question de est-ce qu'au fond, ils ont encore un sens dans le modèle où ils sont? Et ça pose la question, évidemment, de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce dont ils n'auront pas besoin. Les gens qui produisent des produits, l'avenir, un peu comme Apple avec son iPhone, Apple, il a construit un système au-dessus de son iPhone, un système qui manipule de la donnée, qui crée des services, qui croise de la donnée avec d'autres. Ils ont construit un business de plateforme, et donc le produit est un sous-jacent, le produit physique est un sous-jacent. C'est la même chose
à l'avenir avec l'automobile, qui sera un sous-jacent de services sur lesquels il va falloir être créatif, utiliser la donnée bien sûr, la croiser avec des données qui vont venir d'ailleurs que du constructeur lui-même. Et ces sujets-là, qui sont des sujets de modèle, avec une forme de... un mot que j'ai appris récemment, qui est une forme de sérendipity, voilà. C'est-à-dire finalement, je trouve des choses que je n'ai pas forcément cherchées. Les business models de demain, c'est ça, c'est des choses qu'on n'aura pas forcément cherchées. Et je pense que la grosse difficulté des modèles qui existent, c'est de continuer à raffiner, à améliorer avec la blockchain, avec l'intelligence artificielle, des choses qui existent. Mais ceux qui ont été les spécialistes de la bougie ont sûrement fait des recherches sur la meilleure cire qui ne fait pas de tâches, qui ne coule pas, la mèche qui ne fume pas, mais ce n'est pas eux qui ont inventé l'ampoule. Donc la question de l'évolution des modèles est une question qui, à mon avis, est posée et qui est un peu angoissante aujourd'hui. En tous les cas, on peut se dire qu'il y aura des morts dans les entreprises et dans les secteurs traditionnels qui n'auront pas réinventé le modèle qui est celui qui peut leur garantir un avenir et qui, probablement, d'une entreprise du même secteur à une autre, sera un pivotage différent. Les grandes entreprises et les vieilles organisations, ou les organisations traditionnelles, je ne vais pas dire vieilles par l'âge, mais en tous les cas qui existent aujourd'hui, n'ont pas besoin de faire l'économie, enfin, ne peuvent pas faire l'économie du pivotage comme une start-up. Sauf que la start-up, elle n'a pas grand-chose dans le sac à dos, donc c'est facile de pivoter. Quelquefois, c'est un peu douloureux parce qu'il y a des modèles financiers à éponger, mais globalement, elle pivote. Mais un modèle existant, il n'a pas d'autre choix que de pivoter. Peut-être en pivotant sur plusieurs axes, en se découpant, etc. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que sur le sujet de la transformation des organisations, je pense qu'aujourd'hui, un des sujets qu'on peut avoir après la passion de la tech, c'est de se dire, il reste encore du chemin, et je crains que malheureusement, un certain nombre d'organisations historiques n'en soient qu'à perfectionner leur bougie. Vous voyez, et pas compris qu'il va falloir qu'ils inventent, ou qu'en tous les cas, ils imaginent comment ils vont pouvoir inventer l'ampoule, et changer véritablement de rail. Le deuxième sujet que je peux partager avec vous, c'est que dans toutes ces organisations dans lesquelles on travaille aujourd'hui, les adhérents de mon syndicat, moi-même, avec mon entreprise, on touche à des organisations qui aujourd'hui sont remplies de compétences, remplies de personnes qui aujourd'hui sont... voilà, elles ont une histoire, elles ont une compétence, elles ont un modèle d'organisation, elles sont quelque part dans une chaîne de commandement, et au fond, ces gens sont extrêmement impactés par l'arrivée des algorithmes, des robots, du RPA, donc la capacité à processer, à robotiser des processus. Et on sait bien que, je peux reprendre l'exemple de la banque, mais de l'assurance, mais globalement tous les métiers vont perdre une partie de l'encadrement qui au milieu finalement va servir moins. On l'évoquait tout à l'heure avec le sujet de la blockchain. Il y a des mécanismes numériques qui vont faciliter des opérations pour lesquelles l'intervention humaine a quand même moins de valeur. Et donc, en parallèle, se recréent un tas d'autres opportunités de jobs dont on a besoin. C'est intéressant parce que, sûrement dans votre secteur, vous vous êtes rendu compte que les notaires les plus curieux, les plus agiles, ou qui avaient du temps, simplement parce qu'il n'y a pas assez de clients, je ne sais pas, en tous les cas, qui ont eu la curiosité de s'intéresser à la technologie, ont pris d'une certaine façon de l'avance en imaginant comment ils pourraient remplir leur mission, plaire à leurs clients, enfin, en proposant des solutions différentes, en faisant un conseil différent, en imaginant des solutions, peut-être en pivotant vers d'autres formes de travail qui sont parallèles au notariat. Je ne sais pas, bon, en même temps, c'est une profession qui est assez encadrée, mais dans un environnement pas encadré du tout, on peut imaginer qu'à un moment donné, on décide de ne plus être notaire et on va faire autre chose, parce que cette capacité à lier une expérience dans un domaine plus la compétence ou la compréhension de la technologie amène, avec ce phénomène de sérendipité, à découvrir des sujets sur lesquels, tout d'un coup, on voit une valeur à apporter à ses clients ou à ses employés. Et moi, je vois bien, même dans mon entreprise, que les gens en contrôle de gestion, à la logistique, et qui se sont intéressés à la technologie, tout d'un coup ont inventé d'autres modèles, ont trouvé même des opportunités de développer des services qu'on n'avait pas imaginés. Et je dirais qu'on n'est qu'au début. Donc la compétence aujourd'hui, mais la compétence... avec cette carence de compétences ou la compétence avec cette dimension numérique supplémentaire, c'est un énorme enjeu, donc c'est une menace et une opportunité à la fois pour les années qui viennent. Et aujourd'hui, on pense qu'on est dans un énorme besoin de compétences. Je disais tout à l'heure que notre seul secteur a peut-être besoin de 50 à 80 000 personnes de plus qu'on n'a pas, et ce n'est pas les universités qui nous les fourniront, on prend tout, ça ne suffit pas.
Mais tout le reste de l'économie est en train de dégager un besoin colossal de compétences qui sont une compétence métier d'un côté et une compétence numérique forte de l'autre. Donc ça, c'est un enjeu qui est, à mon avis, un enjeu adressable, mais si on l'adresse trop tard, ça deviendra un enjeu difficile, parce que ce sera à Pôle emploi qu'on traitera ces compétences-là et ça deviendra très difficile. Et je suis convaincu qu'on peut le faire avant. La reconversion, il faut l'engager avant que les gens arrivent à Pôle emploi. Donc c'est des programmes sur lesquels, avec Syntec Numérique, on s'est engagé, on a fait des propositions. Enfin, voilà, on est en train de faire des expérimentations dans les régions. Et je dirais que l'autre pendant de ce sujet, qui est finalement l'inclusion dans le monde du numérique, des professionnels, c'est de les former, mais d'une manière générale, de la population française, accéder à ce monde virtuel et au monde du numérique. Pour une bonne part, c'est faisable et c'est facile, mais pour une part significative, qui est probablement 10 à 20 millions de personnes, c'est très difficile. Je rencontrais il y a quelques jours quelqu'un qui me disait « Mais pourquoi l'administration supprime le papier ? Progressivement supprime le papier. » Et il y a 10 à 20 millions de personnes qui n'auront plus accès à des services s'il n'y a plus de papier. Donc on est en train quand même de créer une espèce de fracture. Alors il y a longtemps qu'on parle de la fracture numérique, mais on est en train de créer une fracture qui va devenir extrêmement difficile et sur lesquelles je pense que tous les uns et les autres on est engagés à essayer de trouver des services d'assistance pour qu'on puisse amener le numérique aux gens qui vivent cette fracture, et des outils beaucoup plus faciles à utiliser pour pouvoir adresser cette population-là. Et ça c'est un enjeu énorme et je suis convaincu que d'une certaine façon, par un certain bout, le sujet des gilets jaunes est quelque part le fruit d'une mondialisation, de la rupture, de la fracture numérique, de quelque chose qui laisse penser aux gens qui sont en dehors du jeu. Je marchais dans l'Ariège et la Haute-Ariège cet été, et j'ai quand même eu le sentiment qu'il y a des zones dans lesquelles, en fait, on est dans un autre monde, on est sur notre planète, et je peux comprendre ce sentiment de... En tous les cas, j'ai profondément ressenti le sentiment de rupture et peut-être même le mouvement des Gilets jaunes. Donc il y a ce sujet de compétence des personnes, et ces sujets, si on va au-delà de la compétence même de la fracture. Puis je dirais le dernier sujet qui est un sujet qui me préoccupe beaucoup, et je sais qu'il commence à préoccuper tout le monde, qui est le sujet plus sociétal de l'impact du numérique. Nous, on a fait de l'informatique depuis 30 ans, c'est la technologie, et on ne s'est jamais posé de questions. Et certain qu'aujourd'hui, tout ce qu'on implémente commence à nous poser des sérieuses questions. On commence à implémenter des sujets qui sont en train de bouleverser les organisations. Donc on se dit, mais finalement, on contribue à détruire des organisations, détruire pourquoi pas de l'emploi. Bon, ça c'est un sujet. Et c'est pour ça que je suis très employé à essayer de favoriser le reclassement et la reconversion d'un certain nombre de gens, parce que je considère que c'est aussi notre obligation, notre responsabilité. Mais au-delà de ça, on a des sujets qu'on maîtrise beaucoup moins. Et on peut se dire qu'avec le numérique, on introduit des usages, et vous le savez très bien, des usages qui nous dépassent. L'algorithme apprenant, c'est quelque chose qui, au bout de quelques semaines, on ne maîtrise plus du tout. Aller auditer les algorithmes, c'est une vue de l'esprit. On sait très bien que ça sera impossible, non seulement parce que c'est trop complexe et personne ne va aller lire des millions de lignes de code, mais même l'algorithme étant lui-même dans une logique d'apprentissage, je ne vois plus très bien comment on pourra le faire. C'est l'exemple classique, mais tout le reste est à là-dedans. Donc on est en train d'introduire des usages sur lesquels aujourd'hui on ne sait pas très bien finalement comment on le gérera. Et donc il y a une urgence à se poser des questions. La même chose sur la démocratie plus directe. On peut dire qu'on va pouvoir voter à distance. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va forcément changer, bouleverser le paysage politique, parce que les gens qui ne votent pas aujourd'hui sont probablement des gens dont on ne connaît pas très bien ce qu'ils pensent, et ça aura forcément un impact, et on ne pourra pas indéfiniment empêcher le vote et la totale transparence de la vie politique. C'est aussi quelque chose qui bouleverse le politique. Donc je pense qu'aujourd'hui, le sujet du sociétal est un sujet sur lequel voilà, on a ouvert une boîte de Pandore, et on doit se pencher à travers des groupes de travail, à travers des think tanks éthiques, sur les directions à donner à nos organisations, à nos équipes, pour essayer de donner un sens à ce qu'on fait et peut-être de faciliter les décisions, de faire ou de ne pas faire un certain nombre de choses. En tous les cas, c'est ce qu'on essaie de faire à Syntec Numérique. Je suis convaincu que là-dedans, on a une dimension qui est majeure. Bon, puis le dernier point, c'est évidemment l'impact environnemental, où on voit bien que le numérique est en train de polluer la planète au même titre que les avions et les bateaux. Bon, j'ai appris récemment que les bateaux polluaient encore plus que les avions, les transports maritimes. Mais enfin, d'une manière générale, le numérique, c'est plus caché, c'est plus... je disais qu'envoyer 5 minutes de vidéo, c'était 10 minutes ou 11 minutes d'un four électrique.
Bon, donc évidemment, ça va commencer à nous poser des questions quand on va envoyer des vidéos, des photos, mais on a une capacité à produire du carbone qui est monstrueuse avec le numérique, et donc, là encore, il faut se pencher sur le sujet. On est en train de se poser un tas de questions, et ce n'est pas les acteurs du numérique qui sont les plus concernés. Je pense que c'est globalement tous les acteurs utilisateurs du numérique qui sont concernés, donc ça c'est un énorme enjeu. Peut-être que je peux conclure en disant qu'aujourd'hui, devant toutes ces interrogations, il y a beaucoup de sujets, je disais, hein, au niveau des entreprises, au niveau des personnes, au niveau globalement de la société. Il y a une question de fond que vous avez un tout petit peu évoquée avec le sujet de la blockchain, qui est la confiance, et vous êtes un métier de confiance. Je pense que le sujet de la confiance, il dépasse largement le sujet du RGPD, des données personnelles. Le sujet de la confiance, ça va aller vers un modèle dans lequel on ne va pas être dans la confiance technique, savoir si nos données sont bien stockées, si on est sujet à des attaques de cyber. Quelqu'un évoquait tout à l'heure un sujet d'impudeur, mais d'une manière générale, je pense qu'aujourd'hui, le sujet de la confiance, on est tellement numérisé, on ne comprend tellement pas finalement quel est l'impact de ce numérique sur notre vie, qu'on va rentrer dans un modèle où la confiance va devenir une question existentielle des gens qui vont vouloir développer du business. Et il va falloir aller vers quelque chose qui pourrait être de la bienveillance, ou dans tous les cas, la capacité à garantir à nos clients qu'on s'occupe d'eux comme des gens qui font du conseil et pas seulement comme des gens qui font de la transaction. Et quand on va sur Amazon, quand on va sur sncf.com, quand on va, etc., il est clair qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une logique de conseil, il n'y a rien de bienveillant, on est dans un transfert de biens et services en fonction d'un échange, et c'est pas ça la confiance. Et c'est pas le RGPD qui réglera ce problème-là. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est confronté à un sujet qui va être la confiance avec un grand C. C'est pour ça que je parlais de bienveillance, parce que je pense qu'il faut que ça aille au-delà de la confiance. Peut-être que le terme de conseil, entre guillemets, bon, voilà, il y a quelque chose à creuser là-dedans. En tous les cas, je pense qu'on va aller massivement dans ce registre-là, si on veut survivre, et si les industriels, si les gens du service veulent survivre, ils sont obligés de basculer dans autre chose que la confiance technique que nous apporte le RGPD, par exemple. La confiance pour un notaire, ça me va bien. Mais voilà, écoutez, voilà la vision que je peux vous partager. Merci beaucoup, c'était passionnant. Quelques mots peut-être pour conclure, entre ce que nous a dit M. Alexandre ce matin, qui semblait difficile peut-être de lutter contre les GAFA, et la vision de M. Léandré cet après-midi, où il pense qu'il y a une alternative crédible aux GAFAM, et votre conclusion. Je pense qu'on a eu un large panel de ce qui concerne le numérique. Je pense que ça ouvre nécessairement encore des questions, et que le sujet n'est pas clos, et qu'on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Et donc on se donne rendez-vous à l'année prochaine. Et merci à toutes les équipes merci à tous les participants d'être venus dans cette journée, à toutes les équipes qui ont organisé. Et voilà. Merci.